est-ce que Max sera vainqueur à Zandvoort? Franck a dit non, moi je dis non. Nous l'avions prédit, cette défaite de Max Verstappen à Zandvoort. Oui les amis, le package à fort appui de la Red Bull avait montré quelque peu ses limites au Grand Prix de Hongrie. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comment avez-vous apprécié cette rentrée de la Formule 1? Nous avions tant voulu voir Max se faire battre sur cette terre. Juste par curiosité, juste pour le sport. Au final, j'ai été déçu, malgré la victoire de Norris. Bref les amis, on va en débattre. Je vous réserve une petite surprise après le générique. Un invité surprise. Et oui les amis, pour ce Grand Prix hollandais, il nous fallait innover. Je ne vous en dis pas plus. N'oubliez pas les gestes qui sauvent les amis. On like la vidéo, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. On partage la chaîne à tous nos potos, car ce sont ces petits gestes qui nous aident pour le référencement de la chaîne. Je compte sur vous. À tout de suite. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est la rentrée les amis. Et pour cette rentrée, comme je vous l'ai promis, j'ai une surprise. Je ne la présente plus, elle est visible. Le plateau aujourd'hui les amis est complètement Red Bull. On a fait tomber Mercedes pour amener l'ennemi dans la cage. Est-ce qu'on va manger l'ennemi? Bref les amis, je vais laisser notre nouvel interlocuteur se présenter. Bonjour Siegfried. Bonjour tout le monde, vous ne me connaissez pas encore mais je pense que vous voyez déjà la tendance. Team Red Bull, Team Verstappen. Donc on est venu discuter un peu. Malheureusement, c'est pas le bon Grand Prix pour nous parce que on a perdu un peu de notre superbe. Mais on va discuter, on a des choses à dire. Donc ravi d'être là, ravi d'être là. Bah c'est un plaisir Siegfried. Ça me fait plaisir que tu aies répondu présent à notre invitation. Par contre, il y a une question qui nous tulipine un peu. Comment se sent un fan Red Bull après 5 Grands Prix sans victoire de Max Verstappen? C'est quoi le sentiment qui t'anime aujourd'hui? La chute d'un homme, ce n'est pas la fin de sa vie. Donc on est en train de reculer pour mieux sauter. À À partir de la semaine prochaine, on reprend les bonnes habitudes. C'est 10 secondes minimum tarif. Le tarif est donné les amis, 10 secondes. Je te trouve quand même très optimiste quand on a vu les 22 secondes que Norris a pu donner à Max Verstappen. Il faut jamais perdre espoir. En plus, je connais ma personne, je connais l'écurie, on va se remobiliser. Bon, j'ai un peu fait la propagande, peut-être pas dès la semaine prochaine, mais ça va venir. On est confiant. Ça va bien se passer. Très bien. Écoute, les amis, le débat aujourd'hui est lancé. Aujourd'hui, Franck n'est pas là. Il est en vacances, sur une plage, sûrement en train de fumer quelques cigares, à son habitude. Et on aura enfin un débat objectif. C'est fini, la subjectivité. Fini Mercedes. Hein. Voilà, on va avoir un débat vrai, réel, objectif. Et tout de suite, on va se lancer dans le débat face à un sujet qui va sûrement nous diviser. On sait généralement que quand on parle de Red Bull, les fans de Max Verstappen, quand on parle de Mercedes, les fans de Max Verstappen ont toujours une certaine revanche face à Lewis Hamilton. Et aujourd'hui, quand on aborde le sujet de Zandvoort, on pense rapidement à la pénalité des 3 places qu'on a donnée à Lewis Hamilton. Est-ce une pénalité méritée? On se rend compte que la FIA a également revu des vacances. Ils ont repris leur stylo rouge pour corriger le Britannique. Britannique bien aimé ou mal aimé, bref, c'est une histoire d'amour entre la FIA et Lewis Hamilton. Que penses-tu de la pénalité? Était-ce mérité? Bon, en toute honnêteté, c'est pas parce que j'ai mon maillot Red Bull, hein, mais je pense qu'elle était méritée. Et après, je pourrais, si tu veux, j'explique ou... Explique. Ok. Bon, pour faire court, c'est simple. Je pense que c'était, en fait, l'endroit où Hamilton se trouve, c'était obligé qu'il gêne Sergio Perez. De deux choses une, il aurait soit dû ralentir en amont du virage, ou alors accélérer et libérer, parce que l'endroit en question, tu vois, quand Perez arrive dans le virage, Oui. il n'y a pas de problème. Mais en sortie, c'est un virage qui se prend, tu attaques la corde, Oui. mais après tu te déportes sur la gauche. Tout à fait. Et Hamilton rejoint la trajectoire en sortie de virage. Donc, c'est compliqué en tant que Perez de prendre le risque, soit d'accident. Enfin, tu sais pas ce que le pilote en face va faire. Oui. Donc, la solution de sécurité, c'est de lâcher que de causer un crash stupide. Alors, ma question est très simple. À ce moment-là, Lewis Hamilton est présent. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit disparaître? Non, mais ça c'est pas du ressort de Perez. Il y a ces ingénieurs, on a les radars, on a tout. Tout à fait. Donc on prévient à l'avance. Ok, il a, je sais pas, en général on dit 3 secondes. Enfin, on fait un décompte de Tout à chrono, fait. donc. En plus, Hamilton, c'est un pilote expérimenté. Il sait à peu près ce que ça signifie un pilote à 5 secondes en tant que qualif. Oui. Je te dis, ok, bah, je ralentis, Tout à fait. je baisse mon rythme et il passe, ou j'accélère et je libère la zone.
Je pense qu'il connaît suffisamment comment ça se fait un circuit, où se trouver, où ne pas se trouver pour ne pas gêner un pilote en qualification. Justement, tu m'excuses d'insister. Mais le virage 9 a une typologie assez particulière. C'est que avant, on sort d'un virage très rapide, où on ne voit pas le pilote. Donc s'il reste dans entre le virage 8 et 9, il va forcément gêner Pérez. Donc pour moi, à ce moment donné, la seule solution, c'est se déporter largement, mais vraiment très large, à l'extérieur du virage 9. Moi, il y a un endroit où il peut, et il y était, avant que Pérez n'attaque le virage, entre guillemets, il y était, mais il aurait dû y rester. Il aurait dû s'arrêter, freiner, quoi. Ouais, peut-être pas garer le véhicule, mais montrer vraiment ralentir, quoi. Tout à fait. Il continue à avancer et il rejoint la trajectoire de course. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est Pérez au final qui a tellement ralenti qu'il se retrouve même en train de déporter sur Lewis Hamilton? Parce que je pense qu'il a raté l'entrée du virage. Hein. Il est clair pour moi que Pérez rate la corde au virage 9. Bon, après rater la corde, ça ne veut pas dire que tu arrêtes ton tour. Tu peux rater la corde et continuer ton tour, avoir un moins bon chrono, mais tu as droit à ton chrono quand même. Alors, maintenant si on regarde la situation un peu plus en profondeur, Tsunoda à Zandvoort, il avait gêné Lewis Hamilton. Et Lewis Hamilton n'avait pas pu passer en Q3. Il avait gêné en Q2. Cette fois-ci, on est sur une certaine circonstance. Ne peut-elle pas être atteignante quand on sait qu'au final, Pérez passe largement en Q2? Bon, est-ce qu'on punit la conséquence ou je pense que c'est le geste. Le débat toujours qu'on connaît. Ouais, c'est le geste qui est censé être puni. Que tu passes en Q2 ou pas, ou que tu vas pas être là, quoi. Okay. C'est juste ça que je pense que tu vas pas être là, c'est tout. Très bien. Les amis, donnez-nous votre point de vue. Est-ce que Lewis Hamilton méritait cette pénalité? Moi, j'aimerais ton point de vue aussi. C'est ça, mon point de vue, c'est non. C'est ça que j'essaie de défendre. C'est ma ligne que j'essaie de défendre. Parce qu'il ne peut pas disparaître dans ce virage. Il y est déjà. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste totalement à l'extérieur. Sauf que pour moi, Pérez est en train de rater son virage. Et voyant que Lewis Hamilton est présent, je pense qu'on est là dans la malice du pilote. Il faut être un peu malicieux. Exactement. Il se déporte, il fait genre, j'étais gêné. On se rappelle, je ne sais plus qui faisait, c'est Alonso. Lewis Hamilton était devant lui, il fait des coups de volant. Des coups de volant, ouais. Il fait un peu de malice. Mais après, je pense que si on va dans ton sens, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Je dis, je peux pas disparaître. Enfin, ça peut faire une mauvaise jurisprudence, quoi. Ouais, je comprends. Donc, après, on attend vos avis. Hein. Peut-être on aura des avis différents, mais voilà. Ok. Écoutez, les amis, on va passer vraiment dans le sujet creux, dans le ventre mou. Le point le plus important de ce Grand Prix, c'est quand même la fessée qu'a pris Max Verstappen. 22 secondes 8 à l'arrivée. C'est un record en Formule 1 d'écart entre le premier et le deuxième. La fessée prise par Max et tous les autres pilotes. Oh, tout de suite, tu veux diminuer l'importance de ce geste. C'est quand même un record. Il a battu le record de Max Verstappen sur Pérez à Bahreïn. Ouais, bien sûr, ça c'est vrai ça. Donc, c'est inquiétant. Quelque part, il aura quand même fallu attendre le 7e podium depuis le Grand Prix de Miami, depuis que cette McLaren est dominante, pour voir Norris se hisser sur la plus haute marche du podium. On rappelle les amis, pour poser le contexte, c'est 3 départs en tête en 2024 et 3 pertes de la première place au premier virage. Norris semble avoir un vrai problème au départ. Que McLaren semble dire, c'est pas un souci, on saura toujours se rattraper parce qu'on a la voiture la plus dominante. Face donc à cette domination, est-ce qu'aujourd'hui tu crois que sur cette deuxième partie de saison, Norris a la voiture qu'il faut, le mental qu'il faut, l'équipe qu'il faut pour battre Max Verstappen? On rappelle, il y a 70 points d'écart au championnat. Bon, moi, je vais dire ça dépend. Ok. Honnêtement, si la différence de performance reste comme elle est à Zandvoort, comme elle était à Zandvoort, je pense qu'il a toutes les cartes en main pour peut-être pas battre, mais monter un challenge. Très bien. Mais si, dès les prochaines courses, même s'il a une voiture qui est supérieure, mais si l'écart c'est un dixième et demi, je pense que pour moi, selon moi, peut-être parce que je suis peut-être pas le plus neutre sur le sujet, mais je pense qu'il pourra pas battre Max. Niveau mental, niveau régularité. Parce que je prends un exemple tout simple. L'exemple de Zandvoort. Tout bête. Si les voitures sont proches en performance et que tu loupes ton départ comme ça, c'est cuit, quoi. C'est plus ou moins cuit. Voilà, on a vu. Tu loupes ton départ comme ça, c'est cuit. Et c'est des petites erreurs que tu ne peux pas te permettre de faire si tu veux gagner un championnat serré. Et ces erreurs-là, Max ne les fait pas. Donc, il ne va pas les faire. Il ne fait pas d'erreur.
Là, il est deuxième, il a fait ce qu'il avait à faire au début, il a pris le lead, ça n'a pas suffi, mais il faut se dire que pour être champion, il faut, même avec une bonne voiture, il faut ne pas commettre d'erreurs, il faut être régulier. Donc voilà, s'ils ont la performance qu'ils ont eu à Zandvoort, honnêtement, il peut, parce que Piastri, pour moi, Piastri n'a pas encore le niveau. Parce qu'il C'est n'a pas un le bon niveau. pilote, mais pour moi, Piastri n'a pas le niveau de Norris. Alors, je trouve ta réponse un peu nuancée. Il peut ou il peut pas? Alors, tu dis quelque part qu'il n'a peut-être pas le mental de Red Bull, de Max Verstappen, Ouais. mais quelque part, tu dis également qu'il Non, peut mais le parce faire. qu'à un moment donné, Max, il peut pas faire la magie, entre guillemets. Oui. Donc, il va faire avec le matériel qu'il a. Si le matériel ne permet pas de gagner, il va Oui. pas gagner. Donc, comme c'est vrai que je prends l'exemple de Zandvoort. Oui. Si c'est comme ça pour le reste de la saison, Mhm. Max, il peut pas. Enfin, ouais, il est bon, il est tout ce qu'on veut, Mhm. mais tu dépends de ton matériel en Formule 1. Quoi. Tout à fait. Je comprends. Moi, je suis quand même embêté parce que je m'attendais quand même de la part d'un fan de Red Bull à, je sais pas moi, un sursaut d'orgueil. Ouais, mais il y a de l'orgueil. J'ai dit, si sa voiture a un dixième et demi, Max va le battre. Ça, c'est clair, ça. Maintenant, après, on peut pas faire. Si tu prends 4 dixièmes en qualif, Oui, il faut être réaliste. Sauf l'ascension, si, voilà, sauf s'il y a des pépins techniques ou la météo, ce genre de choses. Mais à la régulière, après, ça devient compliqué de rivaliser, quoi. Ok. Enfin, même la Max, tu peux pas suivre. Si tu vois, j'ai vu la moyenne sur la course, c'est Oui. 4 dixièmes par tour. Et 3 dixièmes sur tout le monde. Oui. Comment tu fais? Tu peux pas. Après, on peut aussi dire que Zandvoort, c'est quand même un circuit assez atypique. Oui, bien sûr. Donc, moi, je t'ai On a dit, des là, on va banquets, revenir. des réaccélérations, des virages lents, rapides, des courbes. Ouais. Enfin, c'est quand même un circuit assez atypique. On va à Monza. Ouais. Après, il faudra qu'on ait, ouais, 1 ou 2, 3 circuits. 3 circuits différents. Et après, on verra effectivement c'est quoi là. Si Zandvoort était une anomalie. Tout à fait. Pour Red Bull, comme je vais dire, Singapour était une anomalie l'année dernière. Tout à fait. Mais moi, je suis confiant. Hein. Pour moi, c'est Max champion du monde 2024. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. On vous rappelle, les amis, il y a 8 points d'écart entre. Pardon, il y a 70 points d'écart ouais. entre Norris et Max Verstappen. Ouais. Il reste 9 grands prix. Si Norris arrive à créer ne serait-ce que 8 points d'écart à chaque grand prix avec Max, il gagne le championnat. Ouais. Et j'ai envie de dire que si en Hongrie, on avait laissé Les 6 points, ouais. Laissez Ça va faire mal. ce garçon. Si en fin de saison, l'écart c'est moins de 6 Exactement. points, ça va faire mal. ça va faire très mal. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça fait très mal. C'est ce qui nous amène dans la vraie question. Est-ce que McLaren joue le championnat? Est-ce que toi, tu penses, assis dans ton canapé, quand tu regardes le Grand Prix, leur attitude, est-ce que tu as l'impression qu'ils sont en train de vouloir jouer le championnat pilote? Parce que le constructeur, je pense qu'ils l'ont bien en tête. Est-ce qu'ils jouent le pilote? Je pense qu'ils le jouent, mais ils ne le disent pas. Donc ils Ok. font comme si c'était bon, voilà. Pas de On est les déclaration. challenge, voilà, on est Oui. les challengers. On suit les week-ends au fil de l'eau et peut-être on se met pas de pression. Peut-être dire si on dit à Norris maintenant, voilà, dans les interviews, dans les médias, tu fais champion du mois, produis les perfs pour, ça peut ajouter une pression peut-être inutile. Inutile, ouais. Voilà, ouais. peut-être on lui dit ça dans les bacs, voilà, que tu peux, mais on le dit pas officiellement. Je comprends. Parce Donc- que là, effectivement, ils se comportent pas comme des gens, ils le disent même pas, même dans les déclarations, ils le disent pas. Ils sont très cachés. Ils sont, Ouais, ils sont voilà, très cachotiers. voilà. C'est Non, c'est que McLaren. le C'est constructeur, souvent- pour moi, c'est souvent le statut, le constructeur, c'est mort. Moi, je pense que c'est C'est mort pour Red Bull. mort pour Red Bull. Oui, on est d'accord. Ouais, je pense que Pérez, à moins que on apporte des évolutions qui. Que pour Pérez, quoi. Et on considère que Oh, Max Verstappen, il va se il va débrouiller. Pérez, il faut qu'il sauve les meubles. pour qu'on ait le Au-delà constructeur. de ça, des évolutions qui vont remettre la voiture au niveau de Bahreïn, par exemple. Oui. Ou même Pérez va surclasser la concurrence. Je vois pas comment on peut. Parce qu'il est toujours le dernier, entre guillemets, des 8 pilotes des meilleures écuries. Quoi. Oui, sauf cette fois-ci où Mercedes, évidemment. Oui, voilà. Enfin, a beaucoup je peiné. caricature un peu, Ouais. mais on sait que c'est lui le moins dangereux, entre guillemets. Le moins dangereux. Les amis, vous voyez comment Red Bull parle de son second pilote? C'est le pilote le moins dangereux. Non, mais c'est pas que c'est factuel. Le ministre de la Défense. Même les 2021. ennemis, même les concurrents, ils disent, on joue contre Max. Je dis, mais quand ils parlent de Mercedes, on dit, on joue Mercedes, Ferrari, mais après on dit Max. Parce que je pense que dans leur tête, Oui. l'adversaire, enfin, Pérez, c'est pas. Oui, c'est factuel aussi. Il fait Bah, pas des voilà. miracles, ce Pérez. En qualif, en course, on ne le voit pas. Ok. Bah, les amis, dites-nous tout ce que vous pensez sur la stratégie de McLaren. Est-ce une stratégie déguisée de on joue le championnat, mais on le dit pas parce qu'on ne veut pas mettre la pression au pilote?
Ou tout simplement, ils se disent, on se laisse porter par la vague. Et pourquoi je dis ça? Parce que Piastri a quand même une déclaration assez incroyable. Il dit, si l'occasion m'était donnée dans le Grand Prix d'aller attaquer Norris, j'aurais attaqué Norris pour aller prendre la première place. On a un pilote qui a faim. Il a bien raison, je pense. Il a bien raison. Je pense que c'est la mentalité qu'il faut avoir quand tu viens d'arriver en Formule 1. Si tu veux rester, il faut être un loup, quoi. Il ne faut pas être un petit mouton. Ouais, il faut avoir faim, il faut montrer les dents, il faut sortir les crocs. Tout à fait. Pour se faire respecter. Sinon on te marche dessus. Ça, je le comprends. Mais est-ce que McLaren ne devrait pas justement calmer ses ardeurs? Pourquoi? McLaren doit quand même revenir en tête d'un championnat. Il ne faut pas juste prendre le constructeur. Le pilote quand même est très significatif. Le projet est basé sur Norris depuis tellement d'années. Je pense qu'aujourd'hui, on a un écart qui mathématiquement est possible. Max Verstappen ne sera pas champion au Grand Prix de je sais pas quoi. Non, là, tout peut se jouer jusqu'à des minutes. On se dit même peut-être une casse moteur. Excuse-moi, je touche du bois. Je ne le souhaite pas. Mais on peut se dire une casse moteur, un truc comme ça. L'écart serait fortement diminué. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, McLaren devrait calmer les ardeurs de Piastri? Ah bon, je pense même pas parce que techniquement, en tout cas pour moi, Oui. Même en matière de performance, actuellement, il n'a pas le niveau de Norris. Donc, ça sert à rien de dire, étant donné que les performances sur la piste parlent pour Norris. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 courses où ils se sont un peu trouvés dans des conditions où, voilà, on va t'intercuter, on va te faire ci, on va te faire ça. Oui. Mais sinon, la plupart du temps, c'est Norris qui est devant. Tout à fait. Et en rythme de course, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il est largement supérieur. Regarde la démonstration qu'il a faite en Hongrie, quoi. On dit ralenti, il dit ok, mais il faut qu'il me suive. Et là, il envoie. Piastri n'arrive pas à suivre, quoi. Donc pour moi, c'est pas encore le même niveau. Donc je pense que c'est pas un problème qu'il se pose encore chez McLaren parce que on voit que Piastri a encore beaucoup à faire, beaucoup à apprendre pour évoluer. Pour ce rythme-là. Voilà. Et comme je dis, pour eux, ils savent, je pense que dans leur tête, ils savent que le constructeur s'est pris. Donc, même s'il y a une lutte interne, Piastri Norris, ça va prendre les points qu'il faut. Là, il y a quoi? Il y a 30 points d'écart, je crois, je ne sais même plus. Entre Piastri et Norris? Non, entre Red Bull et 34. 34. Oui. Ouais, donc ça va sauter vite fait, quoi. Ok. Je pense que ça, c'est mort. Moi, je veux quand même donner mon avis personnellement. Je pense qu'il faut trancher dans le vif. On m'excusera d'emprunter les mots de monsieur Bruno Famin, mais j'aime bien cette expression. Il faut trancher dans le vif. Piastri doit être le Pérez de Norris. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Ah ouais? Non, moi, je t'expliquais la logique en tant que Piastri. Ouais. Où il n'a pas à courber les chines, quoi. Il doit montrer les crocs. Oui. Mais en tant que directeur d'écurie, moi, je dis juste qu'ils ne le disent pas parce que pour le moment, l'écart de performance est encore trop important, donc ça se règle en piste naturellement. Oui. Mais ouais, selon moi, déjà en Hongrie, ils ont fait le politiquement correct en disant à Norris fait ci, fait ça. Mais Norris, il aurait jamais dû. Après, on lui a mis beaucoup de pression, donc je comprends, mais en tant que pilote qui a faim, tu dis qui me suive. Ouais. S'il veut, voilà, je vais le laisser passer, mais Qui suivent. qui suivent. Qui suivent. En tout cas, ce qu'on comprend donc, c'est que Norris, il doit prouver. Il doit prouver qu'il est vraiment le pilote numéro 1, qu'il est capable de battre Piastri à tous les prochains Grands Prix. De le laminer. Et là, qui est même pas matché à discussion. Qui est même pas à dire, qui sera non. Oui. Il met des perfs, comme à Zandvoort, là. Là, il a mis une perf, voilà. Piastri, il est pas. C'est stratosphérique. On parle pas de Piastri, quoi. Oui. Donc, s'il fait ça régulièrement, le débat va se régler de lui-même. Très bien. Les amis, dites-nous ce que vous pensez de ce débat. Norris est-il en mission ou est-ce tout simplement un feu de paille? Est-ce que Norris est capable aujourd'hui de récupérer cette première place à la force de son poignet et de battre l'incroyable Max Verstappen? Le GOAT pour certains, les amis. Le GOAT pour Siegfried. Le GOAT de Franck, c'est Lewis Hamilton. Mon GOAT, c'est la Formule 1. Bref, les amis, ici, chacun son GOAT. Chacun son GOAT. Mais quelque part, il y a un sujet qu'il faut quand même qu'on débatte, qu'on en discute, parce que c'est la surprise de ce Grand Prix. Ferrari. Ouais, ça c'est vrai. Ça. Ferrari est enfin revenu sur un rythme qui donne espoir à Franck. Franck n'est pas là, mais il nous a écrit. Il est content du rythme que montre Ferrari, parce que potentiellement l'année prochaine, ça pourrait être très bien pour son pilote. Que penser du rythme de Ferrari? Leclerc n'est plus monté. Les amis, on va poser le contexte, il faut poser le cadre. Leclerc n'est plus monté sur le podium depuis le Grand Prix de Monaco et le Grand Prix de Belgique.
Avec la petite passe décisive que lui a donné George Russell. Il est pas monté officiellement, mais il a eu le petit cadeau, la petite surprise, la petite passe, le petit 10 de Iniesta. Voici, pense podium. Il était même en perte de vitesse, ce Charles Leclerc. Il est en perte de vitesse depuis le Grand Prix de Monaco. Sainz le mettait même à l'amende parfois, on dirait. Totalement. Et là, je pense que ça va le booster. Ouais. Il revient des vacances, il prend un podium à la force de la performance de cette Ferrari qui gérait très bien ses gommes et qui a un excellent rythme, voire supérieur à celui de Red Bull. Non, moi je pense. Moi, c'est même pas choquant de dire que Ferrari avait un meilleur rythme que Red Bull. Déjà, il finit à combien? 3 secondes de max. Alors qu'il a passé le premier relais dans les échappements de Piastri. Oui. Est-ce qu'on peut aussi dire que Max et Copa à la fin? Bon, ouais, peut-être que ça, on sait pas. C'est possible qu'il n'y a plus rien à jouer. J'essaie de là, il a perdu. Il était à 3 secondes, Leclerc. Et comme je dis, après avoir passé presque tout le premier relais dans les échappements de Piastri, en moins d'une seconde, DRS. Et si tes gommes ne lâchent pas pendant autant de temps, ça veut dire que je pense que tu as beaucoup de perf. Après, Piastri n'a pas été capable de le passer non plus. Piastri n'a pas été capable de passer avec des pneus pratiquement 10 tours plus frais. Donc, je pense que la Ferrari en rythme de course, en qualif, on a vu qu'il y a eu des limites, mais en rythme de course, c'était quelque chose. C'est très fort. Sachant qu'ils ne viennent pas avec des améliorations. Donc on est en train de dire qu'ils ont optimisé le package. Charles disait, il faut peut-être qu'on comprenne ce qui s'est passé. Mais j'avoue que s'ils arrivent à comprendre ce qui s'est passé avant le Grand Prix à domicile, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal à Monza. Ça peut faire très mal à Monza. Comme ça à chaud, je te prends à chaud. Monza, quel est ton top 3 à l'arrivée? Monza. J'ai envie de dire... Bon, déjà, moi, j'ai mon numéro 1. Mon numéro 1, c'est connu, c'est Verstappen. Oui. Parce que je pense que... Mais je sais aussi que tu es réaliste. Non, mais je le dis en étant réaliste. Oui. Je le dis en étant réaliste. Je pense qu'il y aura Verstappen P1 et Norris Piastri. Norris Piastri. Oui. Monza, Verstappen, Norris Piastri. Ok. Ben moi, je vais m'y prendre au jeu également. Je te donnerai mon top 3. Premier, Norris. Ok. Deuxième, Piastri. Troisième, Charles Leclerc. Ah ouais, donc toi tu mets Red Bull. Je suis désolé, je suis navré. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que Zandvoort ne donnait pas de grandes possibilités de dépasser. À Monza, le troisième secteur, c'est un secteur de dépassement. Après, c'est compliqué. On a vu l'année dernière, c'était compliqué. Hein. À performance, les gars, tu as vu comment c'était compliqué déjà pour Verstappen de passer, je crois, Sainz. Oui. Il a mis, je sais pas combien de... Bon, il a fait un peu plus facilement que Perez, mais c'était compliqué. Étant donné que toutes les voitures sont déchargées, le DRS, l'effet, il est minime. Comment Perez, il a galéré pour passer Sainz également. Tout à fait. Mais aujourd'hui, j'ai envie de croire, plus je regarde cette saison, plus j'ai l'impression que ces monoplaces ont évolué par rapport à l'année dernière. J'ai l'impression que pour peu qu'il y ait de longues lignes droites, il y a moyen qu'avec l'aérodynamisme, on puisse faire la différence. Bon, moi, je pense que ce sera déchargé. Pour moi, la qualification sera très importante pour les voitures qui ont des performances similaires. La qualification sera très déterminante. Donc tu penses qu'une fois qu'on a fait ça... Une fois que les voitures sont déchargées, ton DRS, je pense que tu ne gagnes pas beaucoup de choses. Hein. Tu as beau... tu ne gagnes pas beaucoup de choses. Parce qu'au final, il suffit d'être à 5 6 dixièmes à la sortie d'Ascari pour aller chercher... Tu verras. Ok, bête, on verra. Les amis, n'oublions pas Finger Pilote l'ingénieur, les calculs sont faits. Regardez le Grand Prix, 5-6 dixièmes, c'est l'ascension qu'il faut pour aller doubler avec des voitures plus ou moins équivalentes. Je dis pas Gasly ira doubler une Mercedes à 5-6 dixièmes. Je dis Piastri peut doubler un Max Verstappen à 5-6 dixièmes. Parce que moi je sais que l'année dernière, même à 6 dixièmes, c'était pas compliqué. Hein. Il fallait planter un bon freinage. Ah oui. Ah non, ouais. Ils ont faim, McLaren a faim. Piastri, il veut montrer qu'il peut dépasser Norris. Norris veut montrer qu'il est champion. Il peut chercher Max Verstappen. Je pense que cette deuxième partie de saison s'annonce palpitante. Est-ce que ton pilote va retrouver ses habitudes qu'on connaît? Il va retrouver sa superbe, moi je vous le dis. Ça, tu appelles ça superbe? Moi j'appelle ça la défense. Je n'utiliserai pas les mots de franc chien. Est-ce qu'on va retrouver un Max Verstappen agressif, tu penses? Je pense qu'il n'a jamais cessé d'être agressif. On le voit quand même. Là, il sort du Grand Prix, il fait des grands sourires à Norris, il le félicite presque. Le débat est très clair, c'est gentil, c'est mignon, c'est la famille, c'est fraternel, il se tapote même presque à l'épaule. Mais c'est pas de la faute de Norris s'il y a un problème de performance chez Red Bull. Et après, je pense que voilà, ça fait
plusieurs courses déjà. Et peut-être là, intégrer que voilà, on n'a plus le meilleur matériel. Oui. Et que maintenant, il faut faire avec. Voilà, enfin, peut-être pas faire avec, mais maximiser le potentiel Tout en à fait. attendant que les évolutions arrivent. Les amis, est-ce que vous pensez que Ferrari a la voiture qu'il faut pour reprendre ses droits? Parce qu'on se rappelle quand même que Ferrari en début de saison était devant Mercedes Ouais, bien sûr. avant que la tendance s'inverse. Ouais, bien sûr. Est-ce que Ferrari va reprendre ses droits? Est-ce qu'ils vont mettre le doigt sur quelque Je ne chose? sais même pas ceux qui soient derrière, mais après, je pense que Ferrari, Mercedes, je pense en fonction des circuits, c'est un peu. Ça Tu change. passes devant, tu me passes. Ouais, Tout à fait. je pense que ça change un peu. Aujourd'hui, il n'y a que vraiment McLaren qui, Ouais, il y a McLaren, maîtrise Red vraiment le Bull, concept, quoi. et voilà, Ferrari, Mercedes, c'est Et puis un peu. on se bat. Un dernier débat pour finir, pour sortir. J'adore ces discussions que nous avons. On va sortir des débats passionnés, McLaren, Ferrari, Mercedes. On va tomber sur un pilote très bas dans le classement. On va parler de Pierre Gasly. Il a quand même fait une course incroyable. Non, il a fait une très bonne course, Pierre Gasly. Des dépassements de ouf à l'extérieur, une course Si. gérée, un rythme incroyable. On se demande, au final, est-ce que c'est la monoplace d'Ocon qui a un souci? Est-ce Gasly qui est plus performant qu'Ocon? Est-ce Alpine qui déconne? Excusez-moi pour les rimes. Moi, j'ai entendu Ocon, il n'était pas content. Il a dit que sa voiture, les pièces, machin. Bon, après, lui seul, il sait ce qui se passe à l'intérieur. Il s'en va. Donc, donner du crédit à ce qu'il dit, ouais, on ne sait pas si c'est la mauvaise foi, si c'est la vérité, mais il vide juste son sac. Tout à fait. Mais voilà, il dit que depuis 5 ans, c'est pareil. On ne sait pas ce qui se passe. Les pièces de ma voiture, ça a changé, patati, patata. Oui. Donc maintenant, est-ce que Alpine ferait vraiment ça? Sauf si j'ai mal compris, mais c'est ce que moi j'ai. Il a fait une interview sur Canal. Ouais, où il parlait. Enfin, moi j'ai flairé le sabotage. Le sabotage. Ouais, je dis, mais. Je sais pas si Alpine reste. L'enfant mal aimé. L'enfant mal aimé. L'enfant mal aimé. Mais en tout cas, Pierre Gasly, il a fait une très bonne course. Ouais. De beaux dépassements, il a géré l'extérieur. Sainz a voulu le passer une fois, je crois. Il a persisté, il est resté. Enfin, lui, c'était. Que l'extérieur. Ouais, tout le monde défendait Alain Newell, lui il prenait l'extérieur. Il dit vas-y, fais ce que tu veux. Il a compris la trajectoire du premier virage. Et ça lui a plutôt réussi. Ça lui a très bien réussi. Il a fini derrière, il ne peut pas faire mieux. Je crois qu'il est fini quoi. Derrière Alonso, 10e ou 9e? Non, Alonso est 10e. Donc je pense qu'il est 9e. Derrière les donc meilleurs. il est resté derrière, ouais, il a pris. Derrière les meilleurs. Il a fait le meilleur de ce que sa voiture pouvait lui donner quoi. Mais quelque part, je me mets à la place d'un fan de Alpine. Avec tout ce qui se passe, des performances. Non, il faut changer d'écurie. Tous les fans d'Alpine, il faut vous reconvertir, chercher. Pour aller où? C'est où? Peu importe. Même chez Sauber, il faut aller chez Sauber. Les Mais... dindons de la farce de Zandvoort, là. Même chez Sauber, il faut aller chez Sauber. Je me permets une discrétion parce que j'étais quand même sur le plateau. Alpine annonce qu'ils vont éventuellement prendre un moteur Mercedes à l'horizon 2026. Aujourd'hui, on a les salariés de Viry-Châtillon qui ont écrit à Lucas Desmeillots pour leur dire que le rêve Renault est en train de mourir, qu'il ne faut pas changer cette stratégie. Ils ont même mis en avant les performances du moteur 2026 qu'ils ont déjà testé, qui ne présente pas a priori de gros problèmes critiques, qui pourrait être un moteur qui rivaliserait avec les grands Mercedes, Ferrari, etc. Toi, qui viens de Red Bull, vous avez vécu une expérience de près de moteur. Vous n'avez pas... Avant, le Honda qui était très proche de vous, vous avez acheté le moteur Renault, etc. Ouais. Que penses-tu de ce move d'Alpine? Est-ce un move intelligent de se dire qu'on arrête de construire son moteur pour devenir une écurie cliente? Ou tu penses que ce serait quand même pas mal de continuer l'expérience? Donc, je pense que c'est une décision intelligente si le management a compris que le moteur produit à Viry-Châtillon n'aura pas les mêmes performances que les moteurs de la concurrence. Surtout qu'on dit actuellement que Mercedes est sur une possible bombe atomique comme en 2014. Donc, vaut mieux, en tout cas d'un point de vue managérial, vaut mieux miser sur... C'est un pari. En tout cas, c'est un pari. Personne ne sait ce que ce sera. Voilà, quand tu fais un pari, le pari sûr, c'est la cote la plus basse. Après, tu peux prendre un risque et dire, voilà, on va rester chez nous, on aura un moteur de ouf. Mais si ça se casse la gueule, ça va encore être des années à continuer comme le V6 au fond du plateau. Voilà, donc pour moi, c'est réaliste. C'est dommage pour
pour l'investissement qui a été fait, pour les salariés de Viry-Châtillon. Pour le rêve Renault également. Voilà. Mais à un moment donné, voilà, il faut prendre des décisions. Ils ont franchi le Rubicon, donc maintenant on verra ce que ça va donner, quoi. Je te remercie. Les amis, on va pas prendre plus de temps. Ce Grand Prix Zandvoort, il y avait des enseignements intéressants. Norris, Ferrari, même si ça a été quand même un Grand Prix assez soporifique. Voilà, il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Il n'y a pas grand chose qui s'est passé, pas de safety car, Non, pas d'accident, enfin. Il y a eu un peu de suspense. Quand Max a passé Norris, on s'est dit. Mais ceux qui étaient réalistes savaient que la perf de Norris allait. Il venait la victoire de loin. Ouais. Écoute, avant de clôturer, est-ce que tu as quelques mots à dire pour cette première à l'écran? Est-ce que tu as des mots que tu aimerais donner à notre téléspectateur, à notre panel de téléspectateurs? Là, tu me prends de court, là, mais je dis c'est dommage que je ne sois pas venu pour ma première sur un triomphe absolu du GOAT. Oui. Pour me vanter, pour bomber le torse. Ouais, là, j'ai un peu la queue entre les jambes. Même si sa performance était tout à fait respectable, il a fait ce qu'il pouvait faire de mieux. Oui. Mais je suis content d'être là pour la première et j'espère qu'il y en aura d'autres, quoi. Il y en aura d'autres, évidemment. Je te remercie beaucoup. Les amis, dites-nous ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. On est toujours présents. Grand Prix de Monza, dimanche. On revient la semaine prochaine pour débriefer. Franck sera de retour sur le podium, sur le plateau, les amis. Ça va être beau. Merci Siegfried. Merci Fingerplot. Les amis, portez-vous bien. C'était Fingerplot et Siegfried. Ciao.